Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'Agora Moderne, l'espace où les idées façonnent l'avenir. Je suis Mardoché Adjei, architecte, étudiant en commerce et entrepreneur. Aujourd'hui, nous avons avec nous sur le plateau mon créateur de contenu préféré, Mister Arès. Bonjour, comment Bonjour. ça va? Amadoché. Ça va super. Avec nous sur le plateau, nous avons Roland Kwaku, professionnel des médias et de la communication, par ailleurs analyste politique. Bonjour Roland, Bonjour Madouchi, comment tu vas? ça va très bien, Et merci pour youtubeur. l'invitation. Et youtubeur en plus, voilà. Super. Alors, ce format-là se veut être un format différent de ce qu'on a pour habitude de faire. Du format où on reçoit des politiciens, où on décide on discute de la chose politique. Ce format-là se veut être un format spécifiquement jeune. Donc, on reçoit des jeunes et on décrypte en fait l'actualité politique des derniers moments. Et pour ce faire, on va décrypter en fait l'actualité sur la dernière sortie de Tidjane Cham, de Alassane Ouattara et de Awa Domelo. Et pour commencer, nous avons cette première séquence. Alors moi, Donc, j'ai envie de comprendre. pourquoi est-ce que je Est-ce suis que vous ici? êtes en exil ou Pourquoi je bien est-ce que suis vous êtes... ici? J'attends le minimum de garantie pour pouvoir faire mon travail de président du parti en toute sérénité. Donc il y a une menace qu'on vous arrête, par exemple. Il y a eu, écoutez, il y a eu un entretien de mon frère Augustin qui se trouve être membre du RHDP et quelqu'un d'autorisé en Côte d'Ivoire qui lui a dit ceci: si ton frère met le pied en Côte d'Ivoire, il sera arrêté. Je l'arrête immédiatement. Pour quel Mais ça, motif? il faut poser la question aux auteurs de ces propos. Et après avoir renoncé à votre nationalité, on parle du CNT de 2020, CNT auquel je me suis opposé par écrit. Il y a un communiqué qui existe que tous peuvent consulter sur Internet en disant qu'il le fallait CNT rester était le Conseil national de la transition. qu'il fallait rester dans la légalité. J'ai fait une déclaration officielle en 2020 où il paraît qu'il faut m'interroger sur le rôle que j'aurais joué depuis Paris en n'étant pas rentré en Côte d'Ivoire depuis 20 ans dans le CNT. Donc, Alors, enfin, on invente n'importe quel prétexte. les gens se posent la question de savoir... des menaces physiques dont j'ai dit sur France 24 qu'elles m'avaient été faites par des voies autorisées. Donc c'est une situation qui ne devrait pas exister, parce que je suis un citoyen ivoirien. Je n'ai jamais commis de crime dans ma vie. Alors, à la vue de cette séquence vidéo-là, selon Tidjane Thiam et de son frère Augustin Thiam, qui est en ce moment gouverneur du district de Yamoussoukro, il s'avère qu'il ait participé au CNT, qui se veut être le Conseil national de transition en 2020, qui a été déclaré par le ministre Cissé Bakongo comme être un conseil de putschistes. Et donc, s'il aurait eu des liens avec ce conseil-là, normalement, il est censé rendre des comptes, en fait. Et donc, est-ce que, étant donné qu'il est en France et ne rentre pas pour faire campagne pour militants, en fait, comme tous les autres opposants, est-ce qu'en soit, il n'a pas cette épée de Damoclès là sur la tête qui l'empêche réellement soit d'arriver en Côte d'Ivoire et de faire campagne en fait comme les autres, d'autant plus qu'il veut y aller, même si son nom en ce moment n'est pas sur la liste électorale. Bah, en fait, moi, je pense que jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas d'éléments tangibles qui montrent qu'il faisait partie du CNT. Moi, déjà, je ne pas sur ça. Après, quand j'ai regardé l'interview avec monsieur Alain Foucault, j'ai vu qu'il avait dit qu'on lui aurait soufflé à l'oreille qu'il serait arrêté dès qu'il rentrait à Abidjan. Mais je ne sais pas si c'est réel. On n'a pas d'éléments tangibles, en fait. Donc là, je parlerai beaucoup au conditionnel. Mais ce qui est sûr, en fait, c'est qu'il y a une chose qui est avérée, c'est que le ministre avait effectivement évoqué l'idée selon laquelle Tidjane Thiam ferait partie du CNT et que le CNT serait effectivement une entité qui serait considérée comme, on va dire. Oui, tout à fait. Mais en tout cas, il n'y a pas d'éléments tangibles qui prouvent qu'il fasse partie du TNT. Donc moi, je ne saurais me prononcer sur le fait que ce soit une épée Damoclès ou pas, parce que je ne sais même pas s'il y a un mandat d'arrêt sur sa tête. Je sais Non, pas. non, normalement non, sinon on l'aurait su. Voilà. Mais de ce fait, pourquoi est-ce qu'il est encore en exil en France? Ah, à cette question-là, moi j'ai regardé l'interview et en fait dans l'interview, d'ailleurs, Alain Foucault lui a posé la question. Il avait dit en fait que j'ai apprécié sa posture. Il a reformulé en fait le critique entre guillemets qu'on lui faisait en disant D'accord. que il n'a pas fui la Côte d'Ivoire, on l'a contraint entre guillemets à y rester. Donc il sous-entend en fait qu'il y a effectivement une épée Damoclès sur sa tête. Mais ça, comme on dit en Côte d'Ivoire, une pièce a toujours deux faces. C'est sa version. On ne sait pas ce qui est en réalité. Et bon, Roland, enfin, moi j'ai une question. Est-ce que tu penses qu'il serait victime en fait d'une campagne de diabolisation en fait de sa personne par rapport à cela? Alors, sur la question du CNT, je pense qu'il y a deux choses, hein. Il y a deux choses qu'il faut comprendre. Dis-nous. D'abord, c'est que la première chose, tous ceux qui ont participé au CNT qui sont en Côte d'Ivoire, ils ne sont pas en prison. Ouais.
C'est un fait. Ça, c'est la première des choses. Donc, si tant est que le CNT, ceux qui ont participé à ce CNT-là, ont commis un délit, qui devraient être en prison, normalement, Afinguessan, Mamadou Koulibaly, Djikawi, tous ceux-là, ils devaient être en prison. Ce n'est pas le cas. Totalement. Ensuite, quand on revient à Thiam, est-ce qu'il n'est pas victime, moi je dirais plutôt, d'une tentative d'intimidation auquel finalement voilà, il se soumet parce qu'on n'a pas intérêt peut-être à ce qu'il soit en Côte d'Ivoire. Donc, dans le jeu politique aussi, il y a parfois beaucoup de jeux d'intimidation. Et toujours est-il qu'il faut peser le rapport de force. Je ne te coupe pas, mais si je sais te comprendre, il se soumet en fait à la force politique du moment. C'est-à-dire qu'en soit, il y a une certaine supériorité entre soit Alassane Ouattara ou le parti au pouvoir, RHDP, face au PDCI, si je veux comprendre ton analyse. Non, c'est pas totalement en termes de supériorité, mais c'est-à-dire que c'est ton adversaire qui essaie de t'intimider et que tu as peur finalement de partir parce que tu sais pas si... Donc du coup, il se soumet. Voilà, c'est ça, en quelque sorte, parce que tu sais pas s'il va mettre à exécution sa menace ou pas. Sinon, le CNT, moi je dirais que, ceux qui ont participé au CNT ne sont pas en prison. Donc il n'y a pas de raison que Tidjane Thiam, qui était en ce moment en Europe, soit particulièrement en prison. D'autant plus qu'il y a un fichier audio qui avait fuité à un moment donné et on s'est rendu compte que, bon, il n'y avait pas vraiment grand-chose à lui reprocher dans cette conversation qu'il avait avec le président Bédié. Donc moi, je dirais que s'il est en Europe, c'est essentiellement lui-même parce qu'il pense que en étant hors de la Côte d'Ivoire, il est plus à même de mener ses activités parce qu'on n'est pas à l'abri qu'il y ait une interdiction de sortie du territoire. Honnêtement, je n'imagine pas Tidjane Thiam en prison. Je ne pense pas qu'Alassane Ouattara ira jusqu'à mettre Thiam en prison. Donc moi, je pense que c'est plus des manœuvres d'intimidation que le pouvoir essaie de faire. Et lui aussi, il s'en sert pour justifier sa présence à l'extérieur. Mais je pense qu'il a plus intérêt à être à l'extérieur qu'à être en Côte d'Ivoire. Mais je vais revenir encore à ma question. Mais qu'est-ce qui l'empêche en fait aujourd'hui de rentrer en Côte d'Ivoire? D'autant plus que je pense qu'il y a une marche du PDCI qui a été annulée. Oui, qui a été annulée et tout. Enfin, du Front commun, le PACI, PDCI. Qu'est-ce qui l'empêche en fait de rentrer en Côte d'Ivoire et de participer dans l'interview, il a dit, c'est pour ça que je ne veux pas dire que c'est un fait avéré, juste sa version. Dans l'interview, il a dit qu'il a un ami qui fait partie du RHGP qui lui a fait comprendre que s'il rentrait à Abidjan, il serait arrêté. Je pense que c'est son frère. Son frère, voilà. Ouais. Donc je pense que partant de ce fait, si c'est avéré à sa place... Il sera arrêté, en fait, avec pour quel motif, en fait? Tu veux vraiment qu'on joue au jeu des motifs? Est-ce qu'en Côte d'Ivoire... Non, pas des suppositions, mais il sera arrêté. Pourquoi? Quel crime, en fait? Il n'a pas développé, mais je ne rentrerai pas dans les critiques gratuites. Mais souvent en Côte d'Ivoire, on t'arrête, après on t'annonce ce pourquoi on t'arrête. Donc, je me mets à la place de Thiam, je ne rentrerai pas. S'il y a un moindre doute, je ne rentrerai pas. D'autant plus que depuis l'extérieur, visiblement, il tente beaucoup de joindre les instances internationales, de faire pieds et mains, même si ça n'a pas encore eu l'impact qu'il veut. Je pense que si pertinemment tu sais que tu rentres, il y a une once de suspect qu'on puisse t'arrêter, tu ne rentres pas. La question ne se pose même pas. Et ça, ce n'est même pas une question de soumission, d'accepter. On va pas TJVC. Tu es beaucoup plus efficace, libre qu'en prison. C'est ça. Voilà, l'exemple de Soro est le plus éloquent. Mais je pense que Thiam a dit que la menace principale, c'était l'histoire du CNT et qu'on menaçait de l'arrêter à cause du CNT. Mais il n'empêche que le pouvoir aussi joue sur des ambiguïtés parce que Thiam n'a toujours pas son certificat de nationalité. J'ai failli dire scolarité. Il a fini sa scolarité depuis longtemps. Il n'a pas son certificat de nationalité. Donc à un moment donné, c'est pourquoi je parle de jeu d'intimidation. C'est-à-dire qu'il y a des ambiguïtés. Et comme Arès l'a dit tout à l'heure, à partir du moment où c'est, comme on dirait quelqu'un, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Donc si tu veux, moi, si quelqu'un me rassure pas par rapport à quelque chose, je ne vais pas y mettre les pieds. Et encore une fois, comme je l'ai dit, l'exemple de Soro, Guillaume, ça fait un peu longtemps, je lisais un bouquin où quelqu'un disait, par exemple, que quand on fait de la politique, le corps est sacré. Le corps physique, il est sacré. Donc, quel que soit ce qui arrive, il faut mettre en priorité le fait de protéger son corps physique. Parce que tu peux avoir les plus belles idées du monde, mais si ton corps physique, il est au fond d'un trou à la maca, je peux t'assurer que... Donc, voilà, je trouve qu'il a des raisons de rester à l'extérieur, même si... C'est un peu déplorable, mais il a beaucoup de raisons de rester à l'extérieur. Et j'aimerais préciser également une chose, c'est que tout ce que le RHDP fait actuellement, je n'irai pas jusqu'à dire de la... Tu avais dit quel mot? C'était... Intimidation. Voilà, je pense que moi, je suis très, très fan de tout ce qui se passe dans la politique au moment des campagnes politiques, les jeux politiques et tout ça. C'est un jeu, en fait. Je pense que
quand tu es en campagne politique, il ne faut pas qu'on se mente, tous les coups sont permis. Si tu peux On est fragiliser dans au le maximum jeu. ton candidat, et ça, ce n'est pas propre à la Côte d'Ivoire. Hein. Il y a plein de pays où on allait fouiller dans le passé et tout. On fait avec les armes qu'on a. Et je sais que la loi et nos tropiques ne sont pas forcément des choses qui sont très liées souvent dans la façon de faire. Donc, je pense que là où ils peuvent taper, ils vont taper. Donc, s'ils peuvent un peu le fragiliser, le limiter un peu dans ses actions, bah, en vrai, ce qui arrive à Thiam actuellement, ça arrange un peu le RH parce qu'il ne rentre pas. Il est à l'extérieur. Il est loin de ce qui se passe en fait en Côte d'Ivoire. Donc, je ne pense pas qu'il y ait vraiment une soumission de sa part. C'est juste de la prudence en fait. D'accord. C'est la prudence. D'accord. Je note cela et on y va pour la deuxième séquence. Donc, je suis allé le voir respectueusement avec mon grand frère Augustin, mon grand frère Aziz, ma grande sœur Yamoussou, je suis le plus jeune, on est 4 survivants. Toute la famille Thiam, il nous a reçus très gentiment, lui-même et sa femme, chez lui à Cocody. J'avais beaucoup réfléchi à cet entretien. Donc, on a échangé des amabilités. Et ensuite, je lui ai dit, Monsieur le Président, est-ce que je peux avoir un tête-à-tête avec vous? D'ailleurs, ce que j'ai fait aussi avec le président Babou, qui m'a reçu par la suite, avec le président Bédia. Chaque fois, j'ai demandé un tête-à-tête. Il y a trop d'oreilles en Afrique. Donc, et voici ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, Monsieur le Président, moi j'ai des ambitions, je reviens en Côte d'Ivoire avec des ambitions pour faire de la politique, peut-être un jour être candidat à la présidence. Donc, mais là, on est dans le 3e mandat, on a vu ce qui s'est passé en 2020. J'ai besoin de connaître vos intentions. Il me sera difficile d'être candidat si vous êtes de nouveau candidat. Donc il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit non, parce que moi j'ai fini, ce 3e mandat c'est exceptionnel, je ne serai pas candidat. Il vous dit qu'il a fini, il ne sera pas candidat. Oui, je maintiens. Je ne serai pas candidat, donc ça veut dire que ça vous ouvre la porte. Voilà. Et après avoir visionné cette séquence, j'ai envie de dire, est-ce qu'on a un deal implicite entre Tidjane Thiam et Alassane Ouattara? D'autant plus qu'ils se sont vus, ils se sont parlé, ils ont discuté. Il y a eu des choses en fait qui en ressortent. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu un deal à travers cette séquence? Bah, en fait, moi, dans cette séquence-là, j'avoue qu'avant même de répondre à ta question, c'est que je voulais d'abord dire même d'ailleurs mon ressenti par rapport à l'interview de Thiam chez M. Alain Foka, c'est que d'abord, j'ai vu l'interview à travers les séquences qui sont parues sur Internet. Je me suis dit catastrophique à travers les séquences. Parce que bien évidemment, c'est les séquences où il a sorti des noms d'oiseaux, où il était un peu énervé. Est-ce qu'il n'était pas assez humain, sortir en fait du cadre Justement, formel j'en viens. En fait, je dois souligner aussi le fait qu'il n'était pas en costume cravate comme quand il passe sur France 24. Exactement. Il était assez dégagé, ouvert et tout. Est-ce que c'était pas cette ouverture-là qui a donné place à ce format-là qu'on a vu? Exactement. Et comment j'ai regardé les séquences, je me suis dit, waouh, c'est catastrophique. Et j'ai regardé l'interview 2 fois et j'étais agréablement surpris. Globalement, j'étais même satisfait. Parce qu'on a eu la discussion ici, même avec Arthur Bonga, j'avais dit, je reprochais à Thiam, en tout cas globalement, et au PDCI, de gros faux pas en termes de communication. C'est-à-dire que de l'extérieur, on avait l'impression que c'était un homme qui était dans une sphère supérieure, pas proche du peuple, il ne connaissait pas les codes de la politique, peut-être dans un prisme occidental. Et là, on a vu un autre Thiam. C'est-à-dire que tu sentais que tu te disais, ah oui, c'est un Ivoirien en fait. Tu vois. Et après, il y a des choses moins bien. Mais globalement, franchement, j'ai apprécié parce que je me suis dit, ah, en fait, il veut faire de la politique en Côte d'Ivoire et il est en train vraiment de mettre les pieds. T'avais l'impression qu'il s'est ouvert en fait. Bien sûr, même dans la tenue, tu vois. Ce n'était plus le techno. C'était beaucoup plus sport. On sentait les émotions. Après, on a senti un peu trop à certains moments. Mais tu vois, ça fait plaisir. Et je pense que, bon, après, je pense que la structure politique de la Côte d'Ivoire a fait de sorte que ça ne va pas changer grand-chose pour quelqu'un qui n'avait pas l'intention de voter pour lui de base. D'accord. Mais je pense que on s'est dit, en tout cas, la communication du PDC jusqu'à cette interview, pour moi, elle est catastrophique sur plein de sujets. Mais là, je me suis dit, il aurait fait ce genre d'interview plusieurs fois. Beaucoup d'Ivoiriens se seraient dit, ah ouais, on le sent. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, ça, déjà, ça m'a plu. Maintenant, pour ta question concernant le fait qu'il y ait deal ou pas deal. Moi, en fait, sur cette séquence, il y a beaucoup de choses qui m'ont interpellé. En fait, il y a effectivement la question du deal et il y a surtout la question du pourquoi de l'engagement de Thiam. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas naïf. Je sais qu'en politique, en tout cas depuis un bon nombre d'années, les politiciens ne s'engagent plus pour le peuple comme ils disent. Souvent, c'est un accomplissement personnel, c'est une accession à un statut social personnel. On ne leur en veut pas. Mais en fait, aller jusqu'à demander à quelqu'un qui est potentiellement un adversaire réel, si est-ce qu'il va se présenter, s'il ne se présente pas, je ne serai pas là. Pour moi, c'est
vouloir occuper une place par défaut. C'est-à-dire que tu veux te présenter ou tu veux pas te présenter. Ouais, Et ça introduit un peu ma question du fait de déjà, est-ce qu'on se présente parce qu'il y a une place de disponible non, ou non. on se présente pour une cause, en fait? Voilà, C'est ça, en fait, pour moi, tu te présentes. Encore la place disponible, ce sera encore au sein de ton parti, je peux comprendre. Mais D'accord. tu te présentes pas parce que l'autre veut se présenter. Non, tu te présentes parce qu'il y a une cause, qu'elle soit personnelle ou que ce soit même pour le peuple, tu te présentes pour une cause, pour des convictions. De ce qui a été dit par Thiam, c'est-à-dire qu'il dit, s'il m'avait dit, je le paraphrase, hein, s'il m'avait dit qu'il allait se présenter ou s'il était candidat, ça aurait été différent. Différent dans quelle mesure ou dans quelle sorte, en fait? C'est le second point que je vais aborder. Oui. D'où tu demandes. Et en fait, il s'attendait à quoi? Que le président lui abatte ses cartes, sachant que c'est un candidat potentiel, sachant que c'est peut-être l'un des adversaires les plus sérieux. Il s'attendait à quoi? Qu'un candidat 2-3 ans plus avant les élections lui dise je vais faire ci, je vais faire ça. On est en politique. C'est un jeu. C'est un jeu. Tu ne vas pas. Demain, on est adversaire. Dans 2-3 ans, je ne vais pas te dire ah, je vais faire ma campagne comme ça, je vais me présenter. Non. Franchement, je trouve que. Après, je pense qu'il fait ses armes. Il découvre la politique sous nos tropiques, il découvre un peu les coulisses. Mais Et pour moi, tu penses qu'il sera à guérir à l'avenir, mais pas maintenant? ah, comment c'est parti là, mon frère? Roland, qu'est-ce que t'en penses? Alors, moi, Dis-moi. sur cette séquence-là, quand j'ai vu, je me suis dit piège. Ok. Je me suis dit, Tidiane Thiam a été certainement piégé par Alassane Ouattara. Ouais. Ça a commencé avec l'histoire du passeport. Quand Thiam allait prendre son passeport à l'ambassade, ils ont Ouais. fait des films institutionnels pour montrer que voilà, il avait eu son passeport, qu'il allait rentrer en Côte d'Ivoire. Donc, je pense que probablement le président Ouattara a fait miroiter à Thiam le fait que je te fais rentrer en Côte d'Ivoire et tu seras probablement mon successeur le plus, Ah, tu penses? le plus digne. Pas qu'il lui ait dit ça, Ah, mais la je sous- pense que Ok. voilà, je pense qu'en lui donnant la possibilité de rentrer, cette facilité de rentrer, je pense que Thiam aurait pu interpréter ça comme ça. Ok. Certainement, il veut se retirer et donc qu'il pense que je peux lui succéder. Mm. Maintenant, parce que quand Thiam m'explique la discussion, il dit bah, je suis allé le voir et je lui ai dit bah, est-ce que vous comptez vous présenter? Parce que s'il dit qu'il se présente, ça aurait été différent. Mhm. Sous-entendu, s'il se présente, je vais attendre. C'est comme si ça doit être lui ou moi. Moi en tout cas, c'est comme ça que j'ai compris. Justement, c'est ça que moi j'ai compris. Donc, moi, je me suis dit piège, dans la mesure où il est évident que Alassane Ouattara ne prend pas sa décision par rapport à Thiam. Et piège dans la mesure où, si éventuellement il a vu Tidiane Thiam comme une menace sérieuse, c'était une façon de Le mettre out. voilà, de le mettre hors de course. C'est-à-dire, t'attirer. C'est comme quand tu vas attraper des souris dans ta maison. Tu les appâtes. Bah, tu les appâtes avec quelque chose. Donc, pour moi, c'était une façon de l'attirer pour mieux cerner justement ses ambitions, ce qu'il avait envie de faire et à partir de là, mieux construire. Parce que Thiam m'a dit autre chose qui est passé vraiment de manière très subtile dans cette interview, mais c'est très important. Il a dit que je sais de source sûre qu'ils ont mis en place une équipe de 10 juristes, personnes, ouais, voilà, 10 ouais. juristes pour savoir comment faire pour m'éliminer. Tout à fait. Mais ils ont mis ça en place à partir du moment où le président Ouattara a su peut-être à partir de cette discussion que tu comptais te Exactement. présenter. Donc à ce moment-là, il s'est dit, les gars, il faut préparer les armes. Et En comme fait, dit... j'ai envie de dire que Ouais. le président Alassane ou son parti ou son équipe était déjà préparé à cette course-là depuis le début. C'est peut-être maintenant que Thiam ou consorts opposants découvrent en fait le jeu dans lequel ils sont. Moi, je vais aller dans son sens parce que je pense qu'ils étaient certes préparés, mais il y avait un flou. Ils ne savaient pas s'il allait se présenter ou pas. Mais oui, bien sûr. Mais non, mais Et ça fait partie de la ruse Ah en oui, fait. mais En je vrai, pense que tu ça dis pas, je sais pas. tu Après, je maintiens, sais en pas. fait ce statu quo-là dans la C'est mesure ça, où... c'est ça. Je sais pas si cette où, entrevue-là a vraiment existé, oui. mais si elle a vraiment existé, je pense que c'est à partir de là que Thiam, a Monsieur été Thiam, mis hors jeu. il s'est mis hors jeu. En Ok. fait, il y a un point très important, hein, c'est que je pense que personne en Côte d'Ivoire n'imaginait Thiam venir se présenter aux élections présidentielles en 2025. Non, pas personne quand même. Il y a eu un peu des Beaucoup, supputations. Je pense même Non. Archie Banga qu'on a reçu sur ce plateau, il a dit dans une interview à NCE où il a dit que ce serait bien qu'on ait par exemple un Tidiane Thiam Pas ça. avec voilà, le parcours qu'il a face aux Mais compétiteurs. Ouais. À plusieurs reprises, je dis ça parce qu'à plusieurs reprises, Thiam était attendu en 2020. Moi, je me souviens qu'en 2020, les gens disaient qu'au dernier moment, le président Bédi allait faire venir son petit, etc. Donc, à plusieurs reprises, et lui-même, il a dit à plusieurs reprises qu'il ne comptait pas faire de la politique. Tout à fait. C'est, je pense, à partir de 2022 qu'il a commencé à imaginer cette option-là, tu vois. Donc, je pense que cette interview dont il parle, cet entretien dont il parle avec le président Ouattara, ça a marqué un point où ils se sont dit, ah, finalement, il est sérieux. Donc, s'il est sérieux, il faut commencer à préparer tout ce qu'on peut. Le programme. Et comme disait un de mes anciens professeurs, le droit est un instrument politique. Et Voilà. subtilement, à travers cette interview, il a laissé transparaître la candidature de Alassane Ouattara à travers
Oui. un énoncé qu'il a dit avant même la candidature. Oui, oui, Et oui. j'ai envie de dire, est-ce que cette sortie où il se livre, où il s'ouvre en fait, est-ce que ça laisse pas place à un mécontentement du fait que Alassane l'aurait dit qu'il ne serait pas candidat et qu'il apprend dans la foulée qu'il est candidat, il fait cette sortie-là, genre il est fâché, il n'est pas d'accord, il est énervé, d'autant plus que, comme il dit, c'est pas lui le menteur. Donc s'il n'est pas le menteur, c'est sûrement le président Alassane qui est le menteur en fait, Selon lui. selon lui dans cette posture-là. Est-ce que ça laisse place en fait à cette interview qu'on découvre? Bah, de toute façon, moi, je pense que annonce ou pas de monsieur, du président de se présenter ou pas, il était énervé. Parce que le président se présente ou pas, dans la configuration qui était là à ce jour-là, il n'était pas éligible pour être candidat. On l'avait déjà mis out. Donc, je pense qu'il y avait un mécontentement naturel pour lui, mais je pense que son mécontentement ne venait pas que de ça. Je pense que humainement, il a pris cher. D'accord. Je pense qu'il a pris cher. En plus, je ne dirais pas qu'il est hautain. Je dirais juste que de son piédestal où il était, il a vu des gens qui, comme on dit en Côte d'Ivoire, si ce n'est pas dans le cadre politique, ils ne vont pas s'asseoir pour parler fa-fa, qui se sont laissés aller à des propos de son prisme, en tout cas, qui étaient irrespectueux. C'est ce que moi j'ai plus senti. Sinon, le fait que M. Alassane Draman Ouattara se présente ou pas, je pense que le fait déjà qu'on l'ait mis out, ça l'a déjà énervé. Et tu ajoutes à cela tous les petits commentaires qui vont avec et tout. Ouais, je pense que c'est ça qui l'a vraiment énervé, je pense. Ouais. Et ça, on le sentait vraiment dans l'interview. D'accord. Et pour poursuivre sur ce que tu dis sur son éligibilité, on a cette séquence-là. Vous voulez que je vous fasse la liste des Ivoiriens qui ont pris une autre nationalité, qui ont exercé de hautes fonctions? Aboudraman Cissé a pris la nationalité britannique quand il était chez Goldman Sachs. Il a été nommé secrétaire général de la présidence à Abidjan. Il a été ministre du pétrole. D'après leur théorie, il n'est pas ivoirien puisqu'on peut perdre automatiquement la nationalité ivoirienne. C'est une aberration. Et du coup, après cette séquence-là, j'ai envie de dire, on a M. Aboudraman Cissé qui a été ministre en Côte d'Ivoire, conseiller spécial à la présidence, qui lui jouit de la nationalité britannique et ivoirienne, qui lui est inscrit sur la liste électorale indépendante. J'en ai vérifié, je vous montrerai la capture d'écran juste à l'écran. Que pouvez-vous dire de cela en fait? Qui lui a une double nationalité et qui est inscrit sur la liste électorale, donc peut voter et même peut être candidat à l'élection présidentielle, c'est en germain. Mais paradoxalement, à M. Tidjane Thiam, qui lui, de ce fait-là, avec l'article 48 du Code de nationalité, n'est pas éligible. Doit-on dire que la justice ivoirienne, en fait, est favorable à une certaine classe de personnes, ou à un certain type de personnes, et pas d'autres? Ou comment est-ce qu'on peut définir, en fait, la posture de la justice ivoirienne à travers cela? Je vais commencer par toi, Roland. Ouais. Peut-être avant de répondre à ça, je voulais dire un mot sur l'énervement de Tidjane Thiam. Dis-moi. Moi, je pense que, je le disais, on ne mesure pas, nous, ce que ça fait. Je pense que même quand on reçoit 3 ou 4 commentaires négatifs, ça peut piquer. Ouais. De là, imaginez quelqu'un qui a été au sommet de son domaine et qui... C'est même pas le simple fait qu'on le critique, mais parfois on dit des choses quand même qui sont pas vraies. Par exemple, on a dit qu'il ne payait pas d'impôts. Comme on peut imaginer, même nous ici, tu gagnes 300 €, tu payes 400 € d'impôts. On ne peut pas imaginer que quelqu'un de sa trempe ne paye pas d'impôts. Non, je comprends qu'il soit énervé parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont été dites à son sujet. Voilà. Donc ça, c'était la petite parenthèse, émotion totalement légitime. Maintenant, pour revenir sur l'histoire de la nationalité, alors je crois qu'il y a une grande hypocrisie en Côte d'Ivoire. C'est cette histoire de double nationalité. Parce que le nombre d'élus, de députés, de ministres, De cadres de cadres supérieurs dans l'administration qui ont la double nationalité, je pense que tout le monde sait ça. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, le droit, c'est un instrument politique. Oui. Ça, c'est vraiment une preuve de réalisme qu'il faut avoir, de dire qu'à partir du moment où tu as des ambitions qui ne vont pas dans le sens de ceux qui tiennent les rênes du pouvoir, il faut aussi avoir le courage de dire que la séparation des pouvoirs n'est malheureusement pas encore une réalité institutionnelle chez nous. Il y a encore beaucoup trop de... Et c'est factuel, en Côte d'Ivoire, c'est je crois que c'est le ministère qui nomme les procureurs. Enfin, je veux dire, en tout cas, il y a le parquet dépend du ministère de la justice. Alors qu'il faut une certaine indépendance entre Exactement. les différentes Et institutions. comme c'est les parquets, c'est le parquet, c'est les juges qui décident des poursuites, etc. Donc, il y a quand même beaucoup de choses à ce niveau-là. De là à dire que la justice répond au téléphone du président Ouattara, je ne m'aventurerai pas là-dessus. Mais D'accord. en tout cas, je dirais que dans cette séquence huitième-là, on a compris que le droit reste toujours un instrument politique et tout dépend de votre positionnement. Le cas de Abdraman Cissé, il a juste été ministre.
moi, je ne suis pas pour qu'on dise que. Après, la liste électorale, c'est autre chose. Mais je pense que moi, si je suis président demain en Côte d'Ivoire, je peux prendre un Taïwanais s'il est bien aguerri pour une tâche pour servir la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais de base, il n'est pas britannique, il est ivoirien. Il est ivoirien de base. Après, il a pris une autre nationalité. Mais jusqu'à preuve du contraire, Abdoulaye Cissé n'a pas dit qu'il allait être président de la République. Donc, ce qui s'applique à Thiam aujourd'hui ne s'applique pas à lui, peut-être parce qu'ils n'ont pas les mêmes ambitions. Donc, on peut le regretter. Donc, mais... cette justice-là, elle est vraiment à géométrie variable. Exactement. Okay. C'est à géométrie variable. C'est-à-dire, selon la situation, selon vos ambitions, elle applique une telle ou une telle décision. Et ça, on peut le regretter. Malheureusement, comme je le dis, moi, je pense que le droit est un instrument politique et qu'on en fait usage selon les besoins. Ça a toujours été comme ça. D'accord. Je vais rebondir sur ce qu'il a dit. Je l'avais dit la dernière fois. Moi, c'est même pas le fait qu'il y ait potentiellement un deux poids, deux mesures qui me choque. Je ne suis pas naïf. C'est comment ça se passe. Tidjane Thiam est l'un des candidats qui peut potentiellement être menaçant. D'autant plus qu'il a des sondages qu'il a révélés. D'ailleurs, il faut qu'on en parle d'ailleurs. Qui le met en tête en fait à ces élections-là. Il faut qu'on en parle. Et je me mets à la place du président. J'utilise tout l'arsenal légal qui est en ma possession pour pouvoir l'écarter. Et j'en viens à la préparation de Tidjane Thiam pour ces fameuses élections. Je le dis, je le redis. J'ai le sentiment que le PDCI n'a pas mis le paquet. Quand tu vas faire des élections présidentielles, de la politique ou même des affaires, tu fais un audit de tes forces et de tes faiblesses. Le cas de M. Tidjane Thiam, les velléités sur sa nationalité, moi-même qui ne suis pas forcément très féru de la politique ivoirienne, c'est un choix. Je l'ai su au sortir du confinement, au détour d'une conversation avec un ami qui est à fond dans le RHDP. Donc, il n'est même pas membre actif du RHDP, on va dire un haut cadre. Il est juste dans le RHDP. Donc, dans les bruits de couloir, voilà, on savait déjà que le côté nationalité de Tidjane Thiam là, va potentiellement poser problème. Donc, ça veut dire que du côté de PDCI, qui est un parti phare, qui est un parti qui a été l'un des premiers partis vraiment à valider les lois, même si ce sont des lois qui sont de la période coloniale, tout ce que vous voulez, on devait être au courant, mettre une armada de juristes sur ça. Moi, j'ai l'impression en fait que c'est quand on a dit que ça pose un problème qu'ils se sont tous activés. Et je pense que c'est Arthur Banga même qui voilà, et ça, tu ne peux pas prétendre vouloir être président de la République. D'où la réponse à Arthur Banga, je pense, dans les séquences qui vont suivre, mais vas-y. Tu ne peux pas prétendre vouloir être président de la République et laisser passer ça. Et j'ai vu la réponse de l'intervention de Tidjane Thiam dessus. Il disait qu'il y a des lois qui datent de la période coloniale qui ont été faites par rapport au fait que les gens désertaient. Oui, il y a des lois. Mais ce n'est pas parce qu'une loi est appliquée de façon aléatoire qu'elle n'est pas pertinente. Elle existe. Donc, qu'est-ce que tu fais pour te prémunir contre ça? Non, mais sur ce point-là, il a aussi répondu qu'on a des lois qui permettent d'écateler des gens, mais qui sont encore dans des constitutions. Ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas, mais en soi, on ne peut pas écarteler des gens en ce moment-là. C'est-à-dire que ce sont des lois qui doivent être bannies. Comme il estime que cette loi-là ne devrait pas y être en fait dans le code de nationalité. C'est ce que je dis. Côte d'Ivoire. Ça, c'est un autre sujet. La loi, là, cette loi, on est tous d'accord autour de la table qu'elle est impertinente et n'est pas d'actualité. On est tous d'accord. Sauf qu'elle a le mérite d'exister. Et si moi, demain, je me retrouve face à... Je dis factuellement, je suis demain le président Alassane Dramane Ouattara, je me retrouve face à un candidat comme Thiam, je vois que, bon, j'essaie de l'atteindre partout, c'est pas possible, je fouille dans les tiroirs, je vois une loi comme ça, je l'utilise. Je la mets sur la table. Je la mets sur la table. C'est la réalité politique. Et c'est ce que je trouve dommage. Après, on pourra critiquer la posture du... Je trouve aussi que le fait qu'on utilise une loi de façon deux poids, deux mesures, j'apprécie pas. Mais je trouve quand même que quand tu vas faire les élections présidentielles, c'est pas tes potes. Tu dois te préparer, mais vraiment à un point que tu n'imagines pas. D'autant plus qu'il y a les moyens, il y a les ressources, il y a tout ce qu'il faut pour le faire. Et le PDCI, c'est pas... Voilà, c'est un parti phare, quoi, tu vois. Et donc, je trouve ça dommage. Moi, je ne peux pas me concentrer sur le parti au pouvoir par rapport à ça, parce que je pense que ils ont utilisé tout ce qu'ils pouvaient utiliser pour l'éliminer au sens figuré, bien sûr. Mais franchement, je trouve qu'avec tout le temps qu'il a eu, il aurait dû se préparer beaucoup mieux que ça. Vraiment, j'insiste dessus. Je le redirai. Moi, il y a deux choses je dirais toujours, la communication et l'aspect... Comme je t'ai dit, moi, je suis vraiment fan de tout ce qui se passe dans les campagnes politiques, tout ce qu'on met en place. Et d'ailleurs, son fameux sondage, quand on a les moyens d'aller prendre un institut aussi aguerri, aussi chevronné, qui coûte aussi cher pour faire un sondage sur qui va gagner, on commence par le début. Nos forces et nos faiblesses, qu'est-ce qu'on fait pour y pallier? Ça n'a pas été fait. Et ça, il a ouvert, ils ont tapé dedans.
Il n'y a pas de souci. Et on va en venir en fait entre la comparaison Tidiane Thiam et Alassane Ouattara avec cette séquence-là. Je me prénomme Daniel. Daniel et j'ai 17 ans. Si vous écoutez ça, ça veut tout simplement dire qu'on l'a fait. On est passé par beaucoup de péripéties, mais on l'a fait. Mais j'ai encore une question. Une question qui ne vaut peut-être pas la peine d'être posée, mais voilà. Elle s'adresse à vous, ma question. Vous tous qui m'écoutez. Dites-moi, qu'est-ce que vous attendez pour commenter votre père de Godax? Ok, Godax commercialise des chaussures les plus emblématiques au monde. Elles se distinguent en par leur authenticité, leur silhouette, caractéristiques, notamment par leur logo et leur originalité. Comme les grands classiques, ils s'améliorent avec le temps. Ces chaussures aux couleurs classiques et avec une semelle en caoutchouc vulcanisé de haute qualité ont marqué des générations entières. Mais sur des terrains de sport, mais adoptés par des rebelles, des rockers, des rappeurs, des artistes, des rêveurs, des penseurs et des originaux de toutes sortes. Ces chaussures restent aujourd'hui un outil d'expression personnelle. Les chaussures Godax assurent une légèreté et un déplacement aisé aux beaux parleurs comme moi. C'est fou, mais et si je te disais que tu pouvais avoir un prix raisonnable, des chaussures incroyables? C'est simple, il te suffit de commander la paire de chaussures qui t'a le plus flashé sur la plateforme de Godax, soit l'application mobile disponible sur App Store ou le site internet sans bouger de chez toi, en livraison instantanée. Alors, content? Dans moins de 24 heures, j'ai ma paire de Godax. Et toi? Godax, la marque d'un style individuel. Alors, certains disent, vous avez le même parcours quasiment, du monde professionnel avec Alassane Dramane Ouattara. Qu'est-ce que vous allez apporter de plus qu'il n'est déjà fait? Est-ce que vous savez ce que c'est le Fortune 500? Non, vous allez nous Les l'expliquer. 500 premières sociétés du monde, par chiffre d'affaires. On n'entre pas dans ce club-là facilement. J'ai été 11 ans patron de Fortune 500. Vous voulez dire qu'il n'a pas votre parcours et que... On a des parcours différents, c'est tout. C'est un fonctionnaire international au FMI. Moi, je gérais des boîtes qui avaient 1300 milliards de dollars de total de bilan. En Indonésie, j'avais 220 000 employés. Mais qu'est-ce que vous allez faire qu'il ne peut faire, puisque lui aussi, il avait des relations, il a des relations, il a ramené des fonds dans le pays. Fonctionnaire ou entrepreneur, leader de secteur, c'est la même chose. Mais sur quelle planète vous vivez? C'est un fonctionnaire international. Arrêtez. Au FMI, on est payé 400 000, 500 000 dollars par an. Un CEO de fortune gagne 10 millions de dollars par an. Ça fait 20 fois. C'est pas la même chose. Et donc, à travers cette séquence-là, moi j'ai envie de dire, est-ce que comparer Alassane Ouattara et Tidiane Thiam est une pure ignorance? Non, mais sur la question de la nationalité de l'article 48, alors moi, il y a une chose qui me choque et j'arrive pas à comprendre, c'est quand Tidiane Thiam dit qu'il ne savait pas. Soit. Mais moi, je dirais que même s'ils l'ont su plus tard, il y a eu, un, de la négligence et deux, ils ont sous-estimé en fait la capacité, la volonté de nuisance du RHDP. C'est-à-dire que soit ils se sont dit, alors ils vont pas aller jusque-là quand même. Et là, pour moi, c'est une faute parce qu'ils sous-estiment la volonté de lui barrer la route. Parce que justement, cet article 48-là, moi, ce pourquoi je lui dis qu'ils ont négligé, c'est la communication qui en est suivie. J'ai compté, hein, il y a eu 5 versions sur l'histoire de la nationalité. Sur comment il a acquis la nationalité, il y a eu 5 versions. Entre les avocats, entre ce que les avocats disaient, entre ce que Thiam lui-même disait, jusqu'à la dernière version. Où même au sein des avocats. Exactement, oui. Entre ce que les avocats disaient, entre ce que Thiam lui-même disait, entre ce que les cadres du PDCI disaient, jusqu'à la dernière sortie où il a dit que c'est Oufoué qui a pris son téléphone, qui a appelé Foucault, qui lui a dit, bon, tu le donnes à mon petit. Donc, je trouve qu'à partir du moment où il y a beaucoup de versions comme ça, c'est parce que ça n'a pas été préparé. C'est parce que les éléments de langage n'ont pas été préparés en amont. Donc, là-dessus, je dirais qu'il y a eu quand même, on peut dire quand même qu'il y a eu une faute politique. D'accord. Et pour revenir en fait à la comparaison entre Thiam et Alassane, est-ce de l'ignorance en fait? Quand lui-même lui dit que c'est de l'ignorance, de les comparer. Alors, je ne sais pas si on doit dire ignorance, mais moi, je dirais que Alassane Ouattara lui-même, en 2010, a beaucoup fait usage de sa légitimité. C'est un argument d'autorité, en fait, et c'est classique en politique. En 2010, le président Ouattara a beaucoup insisté sur le fait que lui, il était économiste et que son adversaire, Laurent Gbagbo, à l'époque, n'était qu'un simple prof d'histoire. Voilà, donc c'est la même chose que Tidiane Thiam tente aujourd'hui en essayant de se positionner. Après, quand on vient sur les faits, est-ce qu'effectivement, non, ils n'ont pas fait le même boulot. Faut avoir le courage de le dire. Mettons l'église au centre du village. Voilà, ils n'ont pas fait le même boulot. Tidiane Thiam était un dirigeant d'entreprise coté en bourse. Alassane Ouattara était un fonctionnaire international. Après, l'histoire du salaire, on ne va pas rentrer là-dedans parce que, encore une fois, je pense qu'on ne peut pas déterminer l'épanouissement de quelqu'un. D'autant plus que, bon, c'est une discussion qui démarre à 400 000 euros. Moi, je trouve ça pertinent, en fait, dans la mesure où est-ce qu'on essaie est-ce un handicap de se dire que moi, je gagnais telle somme ou telle somme,
D'autant plus qu'on essaie, pour eux, chaque politicien, de se rapprocher en fait du peuple ivoirien. D'autant plus que le SMIC en Côte d'Ivoire, il est à 75 000 francs. Et de dire que moi, je gagnais 10 millions par an, pendant que l'autre, il gagnait 400, 500 000 francs. Les 400 000 euros, on est plus proche de nous. Hein. Voilà, en fait, c'est ce que je dis. Donc, Non, mais est-ce qu'on se rapproche de la population ivoirienne qui gagne le SMIC à 75 000 francs quand on fait cette sortie-là? Alors non, moi je ne prendrais pas les choses comme ça parce que ça serait dire que donc c'est quelqu'un qui gagne 75 000 qui serait plus légitime à parler au nom du peuple. Non, la question n'est pas là. La question c'est est-ce que on n'est plus légitime à diriger la Côte d'Ivoire quand on a été chef d'entreprise ou quand on a été fonctionnaire international. Et moi je dirais que la question ne se pose pas là. Parce qu'un instituteur peut être un bon président là où un chef d'entreprise peut être un mauvais président. Donc, je pense que la politique est tellement multiforme que ça ne se réduit pas au simple fait du... Après, l'expérience joue évidemment, mais ça ne se réduit pas là. Sur ce quoi Thiam a voulu insister, je pense, c'est la question de la politique économique. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'un des points les plus critiques du mandat d'Alassane Ouattara, c'est sa politique économique. Le fait qu'il a eu une politique macroéconomique qui ne se diffuse pas dans la population. Donc, je pense que ce que Tidjane Thiam a voulu dire, c'est insister sur le fait que lui, dirigeant d'une boîte qui était cotée en bourse, d'autant plus une boîte d'assurance, donc qui s'attelait à aider, enfin pas à aider parce que c'est une entreprise, mais en tout cas à accompagner les gens dans la vie de tous les jours, il est plus à même de comprendre les besoins économiques au sein de la population, plus qu'un fonctionnaire international qui a des grilles de lecture un peu plus macro. Je pense que c'est sur ça qu'il faut mettre la différence. Sinon, l'histoire des 10 millions et des 400 000 dollars, honnêtement, je pense que ça n'a pas vraiment de pertinence dans la mesure où on a des milliardaires qui sont présidents et on a des fonctionnaires qui deviennent présidents. D'accord. Et avant de passer la parole, j'ai envie de dire, on a Tidjane Thiam et Alassane Ouattara qui sont tous deux de la même idéologie de droite, en fait. Est-ce que cette comparaison-là n'est pas, en effet, assez légitime du fait qu'on les compare de par leur parcours et de par leur idéologie? Est-ce que Tidjane Thiam est de droite? Il est du PDCIDA, c'est un parti de droite. L'application droite-gauche en Côte d'Ivoire, elle a perdu son sens pour moi, depuis Oufoué est parti. D'accord. Et c'est même une des critiques qu'on faisait, c'est qu'on n'a plus de bloc idéologique. Ça, c'est édulcoré. Donc, c'est compliqué de dire aujourd'hui droite. C'est beaucoup plus complexe que ça. Je ne m'engagerai pas dans ça. C'est beaucoup plus... Aujourd'hui, on va aller au pouvoir, on va aller avec ceux qui sont avec nous. La preuve, si on part dans ce sens, Gbagbo Laurent, plus de gauche, on va dire. Oui. Il est avec... coalition, fait une coalition. Non, mais on va dire que là, c'est pour une cause commune, en fait. Le fait qu'il soit réintégré et Tidjane Thiam, qui est de droite, et lui de gauche sur la liste électorale. Bon, moi, personnellement, j'aurais du mal à mettre Tidjane Thiam, ou même Alassane peut-être un peu plus, mettre Tidjane Thiam dans une case droite-gauche. J'aurais du mal. D'accord. Même pas de son fait, du fait des moves. De l'aspect politique. Voilà, c'est ça. La question, c'était quoi? C'était la comparaison. Moi, je suis beaucoup d'avis avec ce que Roland a dit. En fait, il faut plus voir en profondeur ce qu'il a dit. C'est plus par rapport à ce qui se vit actuellement en Côte d'Ivoire. Parce que ce qu'il dit, c'est très pertinent par rapport à l'aspect macro. Quand tu prends aujourd'hui un étranger qui vient en Côte d'Ivoire, qui prend l'avion, qui descend à l'aéroport, qui traverse la ville en voiture, il se dit, ça, c'est un pays. C'est parfait, c'est bien. Ça, c'est le macro. Quand tu demandes aux Ivoiriens intrinsèquement, ils disent oui, c'est bien, mais l'argent ne circule pas. Tu vois ce que je veux te dire? C'est pas une critique, hein. C'est juste un constat. Tu vois? Et Tidjane Thiam, avec sa posture, veut dire concrètement oui, lui, Alassane, il fait ça, il est fonctionnaire. Moi, j'ai été CEO de grosses boîtes. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, il y a cet avantage économique-là que je peux avoir. Maintenant, avec Tidjane Thiam, on en revient toujours au même point. Communication. Si tu poses cette question, c'est qu'il y a un vrai problème en fait. C'est que dans le fond, le message est pertinent, mais dans la forme, il le dit, c'est que moi, ce que je ressens, parce que j'ai regardé l'interview 2-3 fois. Alors, la première vidéo que je regarde, la première fois que je le regarde, je le sens hautain, alors que ce n'est pas forcément le cas. Tu vois ce que je veux te dire? Moi, Macron, voilà. On va en revenir sur le président de la République. C'est pas fausse. Je ne dis pas je ne dis pas qu'il veut le dire, mais c'est pas... La posture n'est pas... Dans la forme, n'est pas bonne, tu vois. Maintenant, si on va revenir à la différenciation, est-ce que ça avantage et tout, soyons pertinents. Moi, je pense qu'aujourd'hui, sur une scène politique occidentale, peut-être que le profil peut être avantageux pour un électorat et tout, mais sur notre tropique, le contexte politique est beaucoup plus complexe que ça. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu bien avant le profil.
on va pas se mentir, l'appartenance ethnique, ça joue. La statut social, ça joue. Le capital sympathie, ça joue beaucoup. L'appartenance à un parti historique, ça joue beaucoup. Et c'est même souvent après ça qu'on s'est dit, ah, lui là, c'était un docteur en économie, c'était comme ça. Donc, limiter un potentiel avantage concurrentiel à ça, ah non, non, je pense pas. Il y a plusieurs facteurs. Et je pense que ça, là, pour moi, ce n'est pas un avantage, ce n'est pas un inconvénient d'avoir dit ça, c'est plus la forme, comme il a dit. Ça peut être perçu comme le fait d'être hautain ou pas. Mais de toute façon, à l'heure actuelle, à quelques mois des élections présidentielles, je vais être factuel, les candidats, les partisans de Alassane Draman Ouattara n'ont pas oreille. Ils ont choisi les candidats, quel que soit ce qui sera dit. Les candidats de Thiam, ils ont choisi les candidats. Et il faut mettre aussi un facteur en compte, c'est qu'une bonne partie de la population est analphabète. Donc, nous, ce n'est pas un complexe de supériorité. Hein. Nous, les aspects qu'on met en jeu pour pouvoir choisir peut-être Thiam, Alassane, son profil, son parcours, l'aspect macro, l'aspect micro, ne regarde pas forcément ça. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, je ne préférerais pas ça comme le fait d'avoir un avantage concurrentiel ou pas. Moi, je mets ça en fonction du contexte ivoirien. Hein. Ça ne change rien. Mais par contre, il faut qu'il change vraiment la manière dont il apporte. L'idée est bonne, mais il y a beaucoup de choses encore à changer. Il y a beaucoup de travail à faire. Après, c'est un choco, donc il faut vraiment qu'on travaille sur ça. Non, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Et c'est ce qui explique souvent la déconnexion de Tidiane Thiam. La déconnexion. C'est-à-dire que tu prends un autre... Après, il y a aussi le fait qu'il a passé pratiquement plus de 20 ans hors de la Côte d'Ivoire. Je prends un exemple factuel. Tu me diras, ce n'est pas les mêmes disciplines. T'as Drogba, le footballeur, qui a passé tout son temps en dehors de la Côte d'Ivoire. Tu prends Djibril Cissé. Non, mais qui venait très souvent. Il venait souvent en sélection. Qu'est-ce qui dit que Thiam ne rentrait pas en vacances? Non, il n'est pas parti. Il n'y a aucun fait, en fait. Il n'est vraiment pas parti depuis. Non. Donc ça joue en sa défaveur. Tu vois en fait ce que je veux dire. Et pour revenir en fait au profil de Thiam, d'où son appartenance et les liens, ses attaches qu'il a avec la France, d'autant plus qu'il est ami avec Macron, il l'a signifié. Et j'ai même suivi une interview où Macron le voulait en tant que ministre de l'économie pendant qu'il était encore français. Et je me dis, de ce fait, est-ce que si on a un Thiam demain président de la République de Côte d'Ivoire, est-ce qu'il va servir plus les intérêts de la Côte d'Ivoire ou de la France? D'autant plus que lui-même se dit, il est pro-Côte d'Ivoire et il n'a pas d'appartenance que ce soit avec la France ou d'autres forces extérieures, en fait. Ça, là, moi, il a commencé. Vas-y, dis-nous tout. Je pense que à l'heure actuelle, on est très mal placé pour faire ce genre de procès d'attention à Tidiane Thiam. Parce que notre président actuel, au moment où il est arrivé au pouvoir, est très proche avec le président de la France de l'époque. Il était même témoin de son mariage. Voilà. Ouais, Sarkozy, à Neuilly-sur-Seine. Voilà. Si encore c'est quelqu'un qui est fermement opposé au président actuel, qui peut reprocher ça à Tidiane Thiam, il peut me dire, OK, il ne veut pas peut-être rentrer dans le même scénario. Mais il n'y a aucun partisan dans la Draman Ouattara qui pourra faire ce procès d'attention à Tidiane Thiam. Tant plus que il a dit dans l'interview, je différencie, même si dans les faits, souvent c'est très compliqué, hein, je différencie le personnel du professionnel. Ouais. Mais pour moi, je pense que faire ce genre de procès d'intention, moi j'ai des idées que je pense à la maison, mais je ne me permettrai pas de dire sur la place que oui, parce qu'il a mis avec Macron, automatiquement quand il sera président, il sera soutenu par... Non, je pense que non. Après, c'est la scène politique, hein, tous les coups sont pleins. Pour revenir même à cette histoire d'avec Macron, je me dis, si on a un Tidiane Thiam qui veut être président de la Côte d'Ivoire ou qui se présente, est-ce qu'en soit, il n'est pas un complexe de supériorité dans la mesure où il le dit lui-même à travers la séquence avec Alain Foucault, qu'en 2009, il était déjà PDG, CEO et tout, pendant que Macron venait lui demander en fait des services. Et aujourd'hui, le Macron qui est président lui, de la République française, est-ce qu'en soit, il n'était pas à un certain niveau, Macron était là, et Macron aujourd'hui est là, et lui, il reste au même niveau? Est-ce qu'il n'essaie pas en fait d'égaler, en fait, je me dis, d'où en fait le fait que déjà il veut être président de la Côte d'Ivoire? Non, je pense pas que je pense pas que j'irai jusque là. Moi, quand tu analyses même la candidature de Tidiane Thiam, je pense que s'il y a une chose dont je suis sûr, je pense que il a beaucoup plus été poussé même par le PDCI, je pense. D'accord. Pourquoi? Parce que je pense que tu n'as qu'à t'asseoir aujourd'hui, si tu vas avoir un vrai challenger face à Alassane Draman Ouattara, avec les arguments qu'il a donné, moi je suis un économiste et tout, la personne qui peut répondre factuellement à ça, c'est Tidiane Thiam. Tu vois ce que je veux te dire? Parce qu'on dira, oui, il a fait des choses économiques, mais on a aussi un candidat qui est capable de le faire. Mais aller jusqu'à dire que non, il veut, non, je pense pas. Sur la France,
moi, je pense que, et ça, c'est Atu Banra qui l'avait dit, je suis en partie d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est l'Élysée qui décroche son téléphone et qui met quelqu'un au pouvoir en Côte d'Ivoire. Je ne néglige pas le fait que, évidemment, du fait des relations historiques qui lient la Côte d'Ivoire et la France, il y a forcément des accointances, des relations, mais le pouvoir n'est jamais à sens unique. C'est-à-dire que même le président français, peut-être qu'il a intérêt à ce que, le président ivoirien le soutienne et vice-versa. Et pour revenir à Thiam, effectivement, il le dit. Il dit que dans son parcours, il a posé des actions qui font qu'on ne peut pas le taxer d'être foncièrement pro-français. Ouais. Ça, c'est la première des choses lorsqu'il a été patron du Bénin et Ouais. ministre en Côte d'Ivoire. Et aussi du fait de son parcours, parce qu'on néglige ça beaucoup. Et moi, j'attends ça parce qu'il a dit qu'il allait en parler dans son livre. On néglige ça beaucoup, mais Qui sort déjà en août, je pense. ouais, on néglige ça beaucoup. Mais ce que Thiam a vécu en France après ses études, c'est quelque chose qui l'a beaucoup marqué. C'est fort. Ouais. C'est fort. Major de promotion. et Major puis, de promotion. Alors que tout le monde avait du boulot sauf Exactement, lui. sauf lui. Ses camarades de promo, il a cité le patron, l'ancien patron de la BNP. Société Générale, BNP, Patrick Drahi, qui est Non, le patron de... enfin, je te coupe pas, excuse-moi, mais j'ai envie de dire, quand tu finis de dire ça et que tu dis la France est raciste ou la Suisse est raciste, et que dans une vidéo, tu signifies que de la manière dont les invectives viennent à travers ta personne et tout, et que si c'est en France, tu vas porter plainte et tu vas avoir gain de cause. En soi, c'est que tu fais confiance en fait à l'appareil français. Non, mais c'est pas la même chose. Oui, je comprends que c'est pas la même chose. Ce qu'il a mais- dit, il a dit la justice suisse est raciste. Il n'a pas dit la justice française est raciste. Oui, oui, mais dans le Voilà. même cas, en fait, quand tu pointes du doigt soit la France ou la Suisse, et dans l'autre cas, tu te dis que c'est soit en Suisse ou en France qu'on peut régler ce problème-là parce qu'en Côte d'Ivoire, on ne va pas avoir gain de cause. Est-ce que ce ne serait pas se tirer une balle dans le pied? J'aurais aimé qu'il porte plainte où, par exemple? Ouais. En Côte d'Ivoire? Non, mais après, il y a aussi une question de... Il y a aussi une question de... Parce que s'il y a un délit qui est commis une infraction, un délit qui est commis en France par un Ivoirien, on peut porter plainte en France. On ne va pas aller porter plainte en Côte d'Ivoire parce que c'est un Ivoirien. Donc là aussi, je pense que, voilà, il dit que s'ils le font en France, je vais porter plainte parce qu'en Côte d'Ivoire, je sais que la justice... Mais pour revenir au sujet de ses relations avec la France, moi, je pense que, et Arès l'a dit très bien, on ne peut pas lui reprocher ça. Parce que l'une des personnes qui a mis en valeur même le fait d'avoir des relations pour arriver au pouvoir, c'était Alassane Ouattara. Moi, je me souviens, en 2010, il y avait cette théorie du téléphone rouge où tout le monde disait que, je ne sais pas si son téléphone était vraiment rouge, mais tout le monde disait que son téléphone était si puissant que lorsqu'il le décrochait, il pouvait tout bloquer. Et honnêtement, quand on voit comment la crise post-électorale s'est passée, on peut dire que par moment, il y a eu quand même des actions de blocage de certaines choses. Je pense aux banques, je pense à plein de choses, par exemple. Donc, je pense que le procès qu'on fait à Tidjane Thiam, il n'est pas totalement fondé, selon moi, sur la France, sur ses relations avec la France. D'autant plus que nous, aujourd'hui, on est en France. Et demain, tu vas rentrer en Côte d'Ivoire, tu vas vouloir faire quelque chose. On va te dire, oui, mais tu étais 10 ans en France. Mais ce n'est pas parce que tu as vécu 10 ans en France que tu as perdu l'amour pour ton pays et que tu ne veux pas défendre les intérêts de ton pays si demain tu te retrouves au pouvoir. En toute cette interview, on est le 2 août, et hier, c'était l'indépendance du Bénin. Je regardais Patrice Talon qui a dit que la souveraineté, pour lui, c'est parler à tous les partenaires, mais dans chaque discussion, savoir défendre ses intérêts. Donc, tu peux parler aux Français, tu peux parler aux Américains, tu peux parler aux Chinois, mais à partir du moment où, dans chaque interaction, tu défends les intérêts du Bénin, à partir du moment où, dans chaque interaction, tu défends les intérêts de la Côte d'Ivoire, en ce moment-là, on ne peut pas te taxer de ne pas être souverain. Et c'est ce que Thiam dit quand il dit que lui, il est pro-Côte d'Ivoire. D'accord. On ne peut pas reprocher à quelqu'un d'être quand même pro-Côte d'Ivoire. Donc, ça serait vouloir dire que si tu veux être président en Côte d'Ivoire... C'est un peu l'inspiration de tous les Ivoiriens. Absolument, Après, si tu pousses, si tu veux être vraiment complotiste, à fouiner et tout, moi, je n'écarte pas la possibilité que ce soit vrai, hein, attention. Parce que je m'intéresse beaucoup à l'histoire africaine. Et les présidents qui ont été envoyés, soutenus depuis l'Élysée, ça continue à se faire. Ce ne sont plus les mêmes méthodes de bandits, de grands bandits, de barbouzes, mais ça continue à se faire. Après que le président Macron ait une préférence pour Tidjane Thiam, il a le droit. Il a le droit. Maintenant, est-ce que dans les faits, il fait des blocages, il fait des choses, il met des bâtons dans les roues? Ça, c'est une autre histoire. On ne va pas faire un procès d'intention. Je pense que sinon, on tomberait dans ce qui s'est fait et qu'on critique, les gens qui accusent les gens de choses dont ils n'ont pas les preuves. Mais effectivement, il y a une possibilité, c'est factuel. Hein. Il y a une possibilité, d'autant plus que le candidat en place, celui qui est au pouvoir, il est très solide. Donc, tu t'armes d'alliés qui sont potentiellement, qui pèsent dans la balance. Mais tant qu'on n'a pas d'éléments factuels, c'est compliqué. Sinon, même moi, quand j'ai vu Tidjane Thiam débarquer, quand j'ai vu, comment il s'appelle, Bourgi, sortir son livre avec ce timing, je te jure que j'ai fait une corrélation, je me suis dit,
La France est derrière Thiam et tout. Ça, c'est mon analyse personnelle chez moi à la maison. Ouais. Mais je ne peux pas en faire une vérité absolue. Donc, je pense que si on n'a pas la ferme conviction des preuves, on ne va pas s'amuser à l'accuser de ça. Ce serait trop grave. Et d'ailleurs, ce sont ce genre de choses qui font qu'il est hors de lui. C'est légitime, hein, mais bon, qui dose aussi, quoi. Voilà. D'accord, il n'y a pas de souci. Et pour poursuivre, on a cette séquence-là. Le niveau de toxicité et d'agressivité qui est déployé contre moi, mais comment... Je n'ai jamais fait de tort à la Côte d'Ivoire. Quand je travaillais, j'étais patron du BNET, je n'ai fait que des projets positifs, des puits, des machins. Enfin, on me combat comme si j'étais le diable incarné. Alors quand on vous dit on vous combat... Alors je viens. C'est la défense des intérêts privés d'un clan. Il ne s'agit de rien d'autre. Il ne s'agit pas de l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Personne qui croit dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire peut croire que je suis une mauvaise chose pour la Côte d'Ivoire. Quel tort je peux faire à la Côte d'Ivoire pour qu'on me combatte? Je suis, depuis 18 mois, injurié. Cet imbécile de Banga qui m'injurie tous les dimanches sur NCI, l'autre idiot de Bamba qui dit que je ne paye pas mes impôts. Et à travers cette séquence-là, j'ai envie de dire, moi j'ai une seule question. Est-ce que M. Archie Banga incarne en fait le citoyen lambda qui se tient au fait et qui s'exprime sur l'actualité politique de son pays, ou il incarne en fait, en quelque sorte, une facette déguisée d'un militant dans certains partis? Moi, j'essaye d'être constant et d'être cohérent. Si, dans la question précédente, je dis qu'il ne faut pas faire de procès d'intention à Tidiane Thiam sur une potentielle acquaintance avec la France, D'accord. sur ce même principe, je vais dire que je ne peux pas dire que Archie Banga est lié au parti au pouvoir. Mais Par contre, mais de par ses prises de position, justement, de par ses sorties, par contre, je trouve souvent que dans cette prise de position, je ne sais pas quelqu'un que je suis. Moi, je l'ai découvert quand on a fait l'interview ici, je suis allé D'accord. voir. Et les 10 vidéos que j'ai vues de lui, très souvent, il tape toujours dans un sens. J'ai le sentiment. Mais pour moi, ce n'est pas suffisant pour dire, parce que quand on l'a eu ici, il a dit que le mandat du président Alassane Dramane Ouattara n'est pas parfait, mais il est... il a un bilan. Voilà, il a un bilan, c'est ça. Il est bilan, il n'est pas inattaquable, mais il a un bilan. Ouais. Moi, s'il me donne ça comme argument, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je ne peux pas l'accuser d'une potentielle acquaintance, surtout qu'il ne s'est pas dévoilé. Non, mais quand Tidiane Thiam, en fait, a cette sortie-là envers sa personne, qu'est-ce qu'il essaie de nous dire? Qu'est-ce qu'il essaie de définir, en fait? Est-ce que Tidiane Thiam essaie de pointer du doigt du fait que cette personne-là, qui n'a pas le statut de militant et tout, est dans le parti, en fait, mais qui a cette posture-là d'être, ne pas appartenir à un camp. Okay. C'est ce que je veux dire, en fait. Quand il a cette sortie-là, je vais le paraphraser, c'est un imbécile d'Archie Banga qui m'insulte tous les dimanches. En fait, et déjà, est-ce qu'il insulte? Il n'insulte pas Tidiane Thiam. En fait, moi, ce que je veux dire, c'est que Atu, avec qui j'ai fait une vidéo d'ailleurs. Ah ouais? Ouais, j'ai fait une vidéo de plus de 50 minutes avec lui. D'accord. Atu, c'est un ancien militant du PDCI. Oui, Un ancien militant actif, très actif. Donc, il a quitté le parti parce que voilà, il n'était pas d'accord avec un certain nombre de décisions. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, il est militant du RHDP? Je pense que factuellement, non. Il n'est pas membre du RHDP. Ouais. Oui. Mais, et c'est là où je vais en venir, c'est que dans plusieurs émissions, Atu Banga a été très virulent vis-à-vis de Tidiane Thiam. Je me souviens... Après, moi, je comprends sa posture, je comprends sa position, en fait. Pas qu'il va dans un sens. Moi, je comprends le sens où il veut aller. Mais en soit, ce qu'on essaie de définir à travers lui, c'est de lui coller une étiquette. Non, je termine sur ça et tu verras que c'est là que je vais chuter. J'ai en tête une séquence où il a dit qu'il était un menteur au point où... Ah, il a dit ça? Ah oui, au point où Ali Dirasouba était obligé de le reprendre là-dessus. Et cette séquence avait beaucoup tourné. Et je parle même pas des autres séquences où il y a eu vraiment des mots très durs. Okay? C'est le débat public. Donc, à partir du moment où... Non, mais en vrai, je te coupe, excuse-moi. Ouais. Mais j'ai envie de dire que, est-ce que c'est pas peut-être le débat ivoirien qui n'est pas adapté à ça? Moi, j'ai envie de dire que adapté à ce genre de propos, en sorte, il ne fait aucun mal. En fait. Moi, je s'exprime juste. Non, en fait, est-ce que c'est eux qui peut-être de recevoir en fait ce genre de paroles de quelqu'un qui est peut-être moins jeune ou pas plus âgé? Mais Madoché, en fait, ce que je veux dire, c'est que quand Atu Banga fait ça, moi, je ne lui reproche pas ça. Voilà. Maintenant, là où c'est compliqué, c'est que c'est quand on vient reprocher à Tidiane Thiam de répondre. Parce que quand Atu Banga a eu ces discours-là, moi je dis que, effectivement, moi je suis beaucoup le débat politique en France et parfois ils ont des mots très durs envers leurs adversaires. Tout à fait imbécile. Voilà. Bon,
Bon. Ici, c'est fort. quand même. Imbécile, c'est vraiment une insulte. Mais je dis, ils ont des mots. Quand Mélenchon dit t'as demi-faute, c'est-à-dire il te laisse une bonne moitié de la folie. Ça, c'est... Ils ont des mots très durs. En tout Ouais. cas, c'est peut-être moins dur que moins violent verbalement, mais ils ont des mots très durs. Ce que je veux dire, c'est que, Atu Banga, moi, je pense que c'est pas un militant actif du RHDP. Deux, c'est quelqu'un qui est un éditorialiste comme on en a dans tous les pays, qui est très engagé, qui participe au débat politique. Après, comme Ares l'a dit, moi, je ne suis pas pour que... Il y a des gens qui disent parfois que quand tu parles dans l'espace public, il faut toujours te situer. Ouais, Donc, moi, je suis pas pour l'équilibrisme. Totalement d'accord. Voilà, donc qu'il soit dans une posture où ils défendent très souvent des thèses qui, comme par hasard, vont dans le sens du parti au pouvoir, moi, ça ne m'étonnerait pas. Parce que dans tous les cas, quand tu parles dans le débat politique, c'est évident que jouer sur deux chaises équilibrées, ce n'est pas possible. Ouais. Voilà, donc moi, je dirais que c'est quelqu'un dont la place dans le débat politique, je trouve que c'est utile d'avoir des gens qui, Totalement d'accord. qui participent au débat Totalement politique. Après, qu'on ne vienne pas reprocher à Thiam de répondre à des attaques abdominales. Il a subi beaucoup d'attaques lui-même de sa part aussi. Moi, c'est ce que je voulais dire Je là-dessus. suis totalement d'accord. Parce que c'est ça que j'apprécie moins, le fait qu'on demande à chaque fois tu es de quel parti, tu es de quel... Tout le monde a le droit de donner son avis sur la scène politique ivoirienne. On ne peut pas demander aux Ivoiriens de s'intéresser à la politique et dans le même temps de leur demander de facto de dire d'où ils sont. Généralement, si tu fais une bonne démarche politique, tu débats d'abord, tu t'informes, tu donnes ton avis et au final, tu prends position. Après, Atu Banga, je pense qu'au fond de lui, il sait où il est. Mais on n'a pas les éléments, éléments pour pouvoir le faire, tu vois. Donc, il faut vraiment être cohérent. Maintenant, là où je suis très d'accord avec lui, c'est que j'avais même pas vu la partie où il traitait de menteur, mais moi, souvent, je tombe sur le truc de NCI, là, et franchement, Tidiane Thiam, il prend cher. Hein. Il prend cher. Franchement, même sur Live TV, il faut dire que... Franchement, il prend cher. Donc, on comprend un peu sa dernière sortie par rapport Ah oui, au non, fait non. que- c'est totalement légitime. Moi, j'ai dit, l'interview, là, pour moi, c'est pas une interview, je dirais pas, c'est une masterclass, mais dans son parcours jusqu'à présent en termes de communication, c'est un top. D'accord. Après, il y a des barres, tu vois. Moi- Pour moi, le moi, imbécile, il aurait pu le remplacer par un mot qui aurait même être beaucoup plus violent, mais beaucoup plus subtil, on va dire. Ouais. Tout à Mais fait, tout à fait. dans l'interview, et ça, j'ai déjà vu dans les commentaires, beaucoup d'Ivoiriens ont apprécié. C'est-à-dire qu'on sentait qu'il était... Ouvert. Il s'est lâché. quoi, voilà. Il disait même, ah voilà, c'est ce qu'on attend. Tu vois, il s'est lâché. Et Et est-ce que là, on peut dire que c'est son entrée en fait dans le débat ou dans la prise de parole à l'ivoirienne Moi, de oui. Tidiane Thiam? moi, oui. Pour moi, si je sais pas, si tu me demandes 5 ans plus tard, quand est-ce que Tidiane Thiam a commencé la politique en Côte d'Ivoire, objectivement, je te dis, c'est là. Parce que objectivement, avant, on le voyait, il était là sans être là. Il se prononçait pas, c'était le gentil, toujours bien habillé, il vient, il fait un meeting. Après, il est en France, il est en Suisse. Là, il a mis les pieds dans le plat. Tu veux faire la politique en Côte d'Ivoire, il faut que tu fasses avec les codes de la Côte d'Ivoire. En C'est Côte ça. d'Ivoire, quand on fait la politique, C'est ça. franchement, c'est méchant, hein, mais on va chercher vraiment en bas. On prend la crasse. Il faut vraiment se battre avec les codes. Tu ne peux pas faire la politique en Côte d'Ivoire avec les codes de l'Occident. Mais C'est pas possible. En vrai, en politique, on doit avoir cet attrait et cette vertu-là. Est-ce que quand on rentre en fait dans ce genre d'invectif, dans ce genre de débat-là, est-ce qu'on ne tue pas parfois la vertu qu'il faut Non, en qui va politique, avec? en Occident peut-être. Chez nous, en Côte d'Ivoire, là, quand tu fais politique, il faut donner. Mais en fait, quand tu parles de vertu, moi, je vais comprendre. Tu fais référence à quoi? C'est-à-dire que, est-ce que là, au-delà en fait de se prononcer assez vulgairement ou de se prononcer à l'ivoirienne, Oui. est-ce qu'on n'entre pas dans une autre forme en fait de politique qui, de par lui, quand il vient changer les choses, lui, il vient avec sa posture à lui en fait et ce qu'il veut imposer. Mais après, il se retrouve contraint d'adopter en fait la politique à l'ivoirienne. J'ai envie de dire, est-ce que quelque part, ça va pas impacter en fait sa personne En fait, ce qui est paradoxal, c'est qu'on reprochait beaucoup à Thiam aussi sa tièdeur. Mhm. Tout le monde disait que oui, il est trop tiède, Trop mou, trop il est choco. trop mou, trop choco. Non, moi j'ai dit, et je suis d'accord avec Arès, là, Thiam rentre véritablement dans le jeu politique en adoptant les codes du langage. En fait, la première règle même qu'on enseigne en première année de communication, c'est qu'il faut s'adapter à son interlocuteur. Exactement. Donc, si tu es en face de quelqu'un qui te parle avec un langage diplomatique, alors que tu vas lui parler avec un langage diplomatique. Mais si tu es en face de quelqu'un qui te parle avec un certain langage, parce que les dimanches, il faut aller voir quand même les commentaires sous les vidéos des NCI. Ouais. Quand Atu Banga ou d'autres chroniqueurs balancent des phrases très dures, bah, les gens apprécient ça. Oui. Les gens apprécient ça. Et on peut le regretter, on peut dire, ah oui, mais c'est trop compliqué. Mais c'est le jeu. Mais c'est l'environnement local. l'environnement. Et comme il a dit dans cette interview-là, quand on lit les commentaires, on voit que les gens trouvent que là, Thiam a été vrai.
Donc, je sais pas si la prochaine fois, il devra dire imbécile, peut-être qu'il devra remplacer... Il n'a qu'à doser quand même, il n'a qu'à doser. Je pense qu'il devra remplacer le mot, mais moi, je dirais que cette interview-là, pour moi, Tidjane Thiam n'est pas sorti du cadre. Tout le monde dit qu'il a dérapé. Non, c'est pas un dérapage. Il a dérapé parce que, en fait, justement, c'est ce que moi j'ai vécu. Il a dérapé parce que les gens ont mis l'accent sur les extraits qui sont sortis. Ouais. Mais ça, c'est le mal de notre époque. C'est un Moi, peu la viralité. En fait, Tu vois, à la l'interview, fin, on coupe des séquences l'interview et on se est fait sortie une quand opinion en fait, à Elle est travers sortie les il y a séquences. 3-4 jours, donc je pense un peu plus. Ouais, 4-5 jours. J'ai raté mon À 500 000 interview vues. hier. Entre les 3-4 jours, mon avis sur Thiam, tu me demandais, tu me croisais dans la rue, tu me faisais le micro-trottoir, j'aurais dit catastrophique. Alors là, il est nul, éclaté au sol, nanana. Parce que tout ce que j'ai vu, imbécile, moi, Macron, c'est mon petit, nanana. Mais quand tu prends l'interview, en fait, tu vois en fait que... Ouais. Non, en fait, non. Il a compris qu'il est dans une scène politique où il y a des codes. Il faut qu'il s'imprègne de ces codes. Tu ne peux pas venir faire la politique au Kazakhstan en ayant les codes des États-Unis. Non, c'est pas possible. Ouais. C'est pas possible. Parce que, comme il dit les mêmes invectives, moi, je te dis, la scène politique ivoirienne, j'ai décroché depuis un moment. Mais les trucs de NCI, moi, souvent, je vois les commentaires. Mais laisse tomber. Quand on lui envoie des boulets rouges, tu vois les gens qui sont en bas, c'est bien, c'est bien. Mais là, en fait, on est passé du Thiam Choco dans son endroit à un être humain, en fait. Des faiblesses, des forces, le fait qu'il se sente énervé. Et comme je t'ai dit, je t'ai parlé de l'ethnicité, je t'ai parlé de tout, mais je t'ai parlé du capital sympathie. Son capital sympathie, là, ça sera bien clair. Les gens vont l'apprécier ou les gens vont le détester. Mais avant, il jouait, on ne sait pas si on l'apprécie ou pas. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. En fait, les gens vont plus se prononcer à travers cette Clair, sortie-là clair, qu'à travers... Clair. ces Là, sorties il précédentes. vient de commencer. Je pense que c'est maintenant qu'il comprend que la politique ivoirienne, c'est pas les lol. Il faut vraiment être solide. Vraiment. D'accord. Et pour poursuivre, on a cette séquence-là. Mais je considère qu'il est temps que nous quittions la scène politique. Je le pense très sincèrement. C'est-à-dire que vous n'excluez pas d'être à nouveau candidat en 2025 ? Ah non, écoutez, ça suffit comme ça. C'est un sacrifice que je fais. Pour moi, il me serait difficile, même impossible. Et j'espère que la Constitution va nous régler ce problème. Tout au long de mon action au service de l'État, j'ai fait du respect de la parole donnée un engagement. Toutefois, les années passées à la tête de notre pays m'ont fait comprendre que le devoir peut parfois transcender la parole donnée de bonne foi. En effet, à l'occasion de ma prestation de serment, j'ai pris l'engagement de servir la Côte d'Ivoire, de la protéger, de veiller à l'unité nationale, à l'intégrité du territoire et de travailler au bien-être du peuple ivoirien. C'est pourquoi, après mûre réflexion et en toute conscience, je vous annonce aujourd'hui que j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. Alors, à travers cette séquence-là, moi, j'ai envie de dire, quelle est votre analyse ou votre critique à travers, en fait, l'annonce de la candidature du président Alassane Ouattara pour un 4e mandat, je dois le préciser. Ok. Vas-y, commence, Roland, vas-y. En fait, moi, je me suis exprimé là-dessus par écrit et dans une vidéo. Pour moi, cette candidature-là, c'est la preuve de 3 échecs. D'accord. Premier échec d'Alassane Ouattara, on en parlait juste avant, qui n'a pas su préparer sa succession, qui n'a pas su, préparer la relève dans son camp. En fait, parfois, je regarde ce monsieur et je me dis, et je le crois profondément, je pense qu'il a vraiment envie de se retirer. Je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas envie de rater sa sortie, qui s'est beaucoup engagé. On peut dire ce qu'on veut, mais voilà, c'est quelqu'un qui a aussi mis une grande partie de sa vie au service du pays, depuis Premier ministre, qui s'est beaucoup battu pour arriver là. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas su préparer cette relève-là. Et aussi le fait que ça veut dire que dans son camp, il ne fait pas finalement confiance à la demi-douzaine de personnes dont il parle. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, moi, j'ai dit que c'est un échec aussi de la classe politique de manière générale, de l'opposition, qui n'a pas su donner une alternative qui fasse que finalement, sérieuse, qui fasse que finalement, Alassane Ouattara, candidat ou pas, cela ne change rien. Ça, c'est la deuxième chose. Et ensuite, et ça, je l'ai élargi à nous,
c'est aussi un échec de manière générale de la jeunesse ivoirienne qui aujourd'hui a 70% de la population, mais qui ne compte pas beaucoup dans le débat. Ouais. Et donc, on est réduit depuis des années à assister à un combat politique Des spectateurs. voilà, qui est mené par des gens qui, honnêtement, avec tout le respect que je leur dois, devraient être à la retraite et nous donner des conseils, nous dire comment gérer la Côte d'Ivoire. Donc moi, je dirais que c'est une candidature finalement qui vient pointer le clou dans un système politique totalement à l'agonie, défaillant. Voilà, c'est ce que moi je peux dire là-dessus. Après, voilà, on peut continuer sur d'autres choses, mais voilà, je laisse évidemment... Non, moi, j'irai dans ce sens. Tu connais mon positionnement sur la politique ivoirienne. Et je pense, moi, je vais poursuivre. Je pense, moi, je vais plus pointer du doigt. Moi, je me dis, un homme politique se définit principalement par sa parole donnée. On a été à un moment où il a dit qu'il n'allait pas faire une succession de mandats. Il a demandé juste 2 mandats. Et en 2010, il y a une vidéo qui tourne sur les réseaux à la campagne en 2010 où il avait dit j'ai vu la vidéo. il y a Esmail, il y a Fatou, il y a un tel, il a cité 4 personnes. Et les Ivoiriens ont repris pour dire c'est autour de Fatou maintenant pour le 4e mandat et tout. Mais ce que je veux dire, c'est un homme se définit par sa parole donnée. Lorsque tu as dit que la Constitution ne te permet pas de te présenter pour un 3e mandat, mais par la suite, tu vas faire un 3e mandat et là, tu veux faire un 4e mandat, pour moi, tu perds toute crédibilité. En vrai, quel que soit le motif, en fait, comme il a signifié, le devoir peut transcender la parole donnée. Ça peut se comprendre. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi dans la mesure où il a aussi échoué par le fait qu'il n'a pas su assurer, en fait, sa succession, sa relève, en fait. On peut comprendre qu'en 2020, il y a eu le décès du ministre Amadou Gon Coulibaly, ça a été difficile, où il a dû reprendre les choses, voilà. Mais après, il y a eu du temps. Il y a de l'eau qui s'est écoulée sur les ponts. Je pense que dans cette période-là, on aurait pu avoir cette transmission-là à travers une génération plus jeune, en fait. Mais ce qui n'a pas été le cas. Donc, en soit, quelque part, je me dis qu'il a échoué. Et à cet âge-là, vraiment, je te rejoins. Hein, ils doivent être, pas que lui, également Laurent Gbagbo et tous ces cadres, tous ces... C'est le point même que voilà. je comptais évoquer dans Ils doivent être, en fait, dans une posture de conseiller. C'est-à-dire que c'est à eux qu'on doit venir demander des conseils sur des prises de décision, sur des choses, en fait, de la chose politique, en fait, en soit. Et moi, je les vois mal en train de compétir à cet âge-là ou en ce moment-là. Moi, je pense qu'ils devraient passer le relais à une génération plus jeune. D'autant plus que c'est vrai que nous, on a été absents pendant longtemps, mais j'ai envie de dire que nous aussi, on veut faire partie des prises de décision. On est, comme tu l'as dit, on est à 70% majoritaire en Côte d'Ivoire. On veut que les décisions qui sont prises, en fait, pour nous, on fasse partie, en fait, soient prises par nous. On veut faire partie de ces prises de décision-là. D'autant plus que ça nous concerne. Quelqu'un qui a 90 ans, qui a 80 ans, ne peut pas décider pour quelqu'un qui a 20 ans, 25 ans. Enfin, il peut, mais en soit, il ne sera pas je comprends. Non, en bonne voie, en fait, de le faire. D'autant plus qu'il doit demander, en fait, l'avis des plus jeunes, en fait, pour le faire. Et moi, je trouve que là, pour moi, mais en fait, ça passe difficilement. Ce que tu dis, ça complète ce qu'il a dit, en fait. C'est que dans l'histoire, il y a le président aussi, mais en fait, c'est même une des raisons pour laquelle je te dis que j'ai coupé un peu avec la scène politique ivoirienne. Je vais voter et tout ce que tu veux, mais franchement, j'attends vraiment que toute cette génération-là, Alassane Dramane Ouattara, Gbagbo Laurent, tous ces gens qui étaient là en 2010 et tout, là. Je sais pas, de 2010, 1990. Voilà, du 109, tu vois. Ouais. Parce que, factuellement, moi, j'ai un vrai problème avec la scène politique ivoirienne. Il a dit, parce que nous, les jeunes, moi, je veux bien qu'on dise aujourd'hui qu'on ne laisse pas la place aux jeunes, mais qu'est-ce que nous, on fait? Qu'est-ce qu'on fait dans la scène politique ivoirienne? Même les facteurs par lesquels on veut comprendre la politique ivoirienne. Comme je l'ai dit, tu vas demander, tu t'assois juste avec beaucoup d'Ivoiriens, tu parles, tu vas donner des arguments pertinents, tu comprends que ce qui les drive souvent, c'est l'appartenance ethnique. Ouais. C'est le fait qu'il a donné huile et riz, des futilités, en fait. Et en fait, arrivé à ce moment, tu lâches, en fait, tu te dis, non, je suis fatigué. Et en fait, tant que notre génération sera drivée par ce genre de motifs-là, on ne sera même pas éligible ou apte à être devant. Parce que j'ai peur. Si on part encore dans des histoires, parce que moi, j'ai regarde beaucoup les commentaires sur NCI. Après, bien évidemment, souvent, c'est la masse, c'est la minorité visible. Mais on a Ivoirien, on sait ce qui se passe. Il y a des gens qui tiennent des propos, vous les gens du Nord, vous les gens du Sud. Franchement. Et ça pose un vrai problème. Ça veut dire que même si
On enlève Alassane Dramane Ouattara, on enlève Gbagbo, on enlève la nouvelle génération là, que je vois en tout cas là. Ils vont juste reproduire. Voilà, ils vont juste reproduire en fait le schéma. Et en fait, je me dis, qu'est-ce qu'on doit faire qu'on puisse rebooter le système pour aller sur de bonnes bases. C'est paradoxal, d'autant plus que c'est nous, ces jeunes-là, qui posons en fait ce fait-là. C'est-à-dire nous, les plus jeunes, en fait, qui mettons ça en évidence. Et ça devait se faire de par eux-mêmes, mais autant apporter notre pierre à l'édifice, on le fait de la bonne manière, de par notre canal et c'est ça le problème, parce que notre scène politique, ce ne sont pas des blocs idéologiques. D'accord. Ce ne sont pas des blocs idéologiques. En France, tu viendras gauche, droite, aux États-Unis, républicains, démocrates. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est parfait, mais nos partis politiques ne sont même pas drivés par des idées, des idées factuelles. Aujourd'hui, mettons les pieds dans le plat. Le PDCI, c'est un parti historiquement de Baoulé. Le RHDP, anciennement RDR, on va dire, c'est un parti historiquement de Djoula. Le FPI, historiquement de BT. On a fait un schmilblick, on a fait des trucs en cuisine. Mais l'essence, le noyau dur, c'est ça. Et ça pose un vrai problème. Tu ne peux pas driver un parti politique par des acquaintances, des affinités ethniques. Franchement, tant qu'on ne sortira pas de ça et de ce que je vois, je vais souvent sur TikTok pour voir un peu... Parce qu'on peut dire, ouais, mais nous qui sommes à l'école, on tient les... Mais ce n'est pas nous qui votons en vrai. On a une infime partie. C'est le vrai peuple qui est là, en fait. Et le vrai peuple, c'est qui dit aujourd'hui, c'est... Non, tout à fait. Et moi, je veux bien qu'on critique Alassane Dramane Ouattara par rapport à son quatrième mandat, troisième mandat et tout. Et franchement, je te cache pas, je vais être objectif. Je n'avais pas prévu de parler de ça parce que, voilà, hein. Mais je vais le dire, j'ai été un peu déçu quand j'ai entendu qu'il faisait un quatrième mandat, objectivement. J'ai été un peu déçu parce que moi, j'essaie d'être le plus factuel possible. J'essaie vraiment de ne pas regarder la politique ivoirienne des yeux d'un Ivoirien. Sinon, je vais partir en brousse. J'ai essayé d'être le plus objectif possible. Je me suis dit, non. Un quatrième mandat. Déjà, le cas de 2020, là, je me suis dit, Gon Coulibaly est décédé. C'était vraiment lui qui était prévu pour le remplacer. On peut se dire qu'il a commencé les projets, il veut les terminer. 4 mandats, man, c'est beaucoup. Et après, j'ai vu une interview de lui. C'était pas une interview, il sautait. Et une journaliste occidentale, je ne sais pas de quel pays qu'il a interviewé, il a dit, vous n'allez pas nous dicter notre façon de faire la politique parce que avant vraiment que les constitutions changent, il y a tel président aux États-Unis qui a fait 20 ans, en France, qui a fait 30 ans. J'ai vu cette interview-là. Et il a dit, on est une jeune nation. Je pense que si on part sur ce principe-là, dans 20 ans, on sera toujours une jeune nation. Une nation devient mature par les steps qu'elle franchit. Si de 2020 à 2000, on est en 2025, là, 2025, on n'a pas franchi de steps, en tout cas, sur ce prisme-là, il y a un problème. Après, sur son mandat en SWAT, moi, si je regarde un prisme objectif, il y a beaucoup de bonnes choses qui ont été faites. Hein. Non, là, c'est un tout au débat sur son bilan. Oui. Mais choisir le bilan comme argument pour continuer ou choisir le fait qu'on soit jeune, j'ai été un peu déçu. Mais, comme il a dit, il y a une chose qui est pertinente, c'est ce que beaucoup d'Ivoiriens ne disent pas. Ça, là, c'est la conséquence de tout un système qui est défaillant. C'est tout un système qui est défaillant. Parce que si l'opposition s'était structurée, qu'elle avait un vrai candidat en face, qu'Alassane Dramane Ouattara fasse 10, 15, 20 candidats, ils auraient été zen. Bon, ils auraient un peu été scandalisés parce qu'il faut le faire, mais ils auraient été zen. Mais là, tu comprends que le fait qu'il soit candidat, ça a donné le ton. Dans 70% des cas, on connaît d'avance comment les relations vont se passer. Et j'ai envie de dire ça, c'est un bon point de chute dans la mesure où dans la foulée, on a Awa Dombello qui annonce également sa candidature au présidentiel. Dans l'optique, et il le dit lui-même, il ne veut pas aller dans l'optique d'une chaise vide, en fait, comme en 2020. C'est-à-dire que si on reste dans cette optique où le président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste, le président Tidjane Thiam également, Blé Goudé, Soroguiom et consorts n'y sont pas, est-ce que lui serait pas une alternative, en fait, pour l'opposition d'aller au combat, d'aller au front? Je laisse Roland répondre parce que Dombello, objectivement, je ne le connais pas. D'accord. Alors, moi, j'ai envie de dire, Dombello, combien de divisions? Enfin, je ne sais pas qui sont ses électeurs. C'est un cadre très réputé, très professionnel, qui a dirigé le BNED, qui est connu pour son expertise sur tout ce qui est travaux publics. Mais objectivement, moi, honnêtement, je ne sais pas qui sont ses électeurs. Autant au PDCI, au FPI, PPACI, tu me parles de Afin Descent, on peut dire, bon, il a pris une partie du parti. Tu me parles de Charles Blé Goudé, il a pris une partie des militants. Si tu me parles de Simone Yves Gbagbo,
elle a une partie des militants, mais Don Melo, je ne sais pas comment il se situe dans cette architecture-là. En 3 mois. Hein. Maintenant, exactement. Mais de là, et puis, ce qu'on reproche à Thiam, on ne va pas reprocher la même chose à Don Melo, mais Don Melo, ces 10 dernières années, il n'était pas en Côte d'Ivoire. Ah ouais? Non, mais il était en exil. Non, je lui ai dit, quand on parle de contact avec le terrain, Ouais. il a passé une bonne partie en tant que conseiller du président Alpha Condé sur les infrastructures. Après, il est parti au BRICS. Il n'est pas rentré en Côte d'Ivoire. Effectivement, il était en exil. Et donc là, de là à Non, mais là, revenir c'est 3 ce que mois. je dis, c'est pas de son fait. Oui, non, mais je comprends. Voilà, Mais ce que voilà. je lui dis, c'est que du coup, ça fait que pour moi, je ne vois pas qui sont ses électeurs. Voilà. En vrai, Ça, c'est la première des choses. Oui, La oui. deuxième chose, c'est que après, est-ce que sa candidature a quel objectif? Je pense qu'il sait qu'il ne va pas être président. On va se mentir, il ne va pas être élu président en 2025. D'accord. Mais ce qui est intéressant, c'est la suite. Voilà, j'aime bien ça. Voilà, la suite, c'est aujourd'hui, ça se passe dans tous les partis politiques. La suite, c'est on est d'accord que, qu'on le veuille ou pas, naturellement, on n'aura pas Laurent Gbagbo président en 2030. Alors, je souhaite qu'il soit encore parmi nous, bien sûr, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais je pense qu'il n'aura, voilà, à cause de l'âge, je pense qu'en 2030, on n'aura pas Laurent Gbagbo. Et pas que lui. candidat. Et pas que lui, évidemment. Ouais. Pas que lui. Donc, en ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les cadres qui sont autour de lui, qui va se positionner? Je pense que c'est dans cette optique-là où Don Melo décide de se lancer pour dire que moi, j'assume de prendre ma part dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, j'assume de me positionner, j'assume de prendre part à ce qui va se passer après Laurent Gbagbo. Maintenant, la difficulté, et je vais chuter là, la difficulté dans nos partis politiques, c'est que quand on regarde un peu l'histoire de tous les partis politiques en Côte d'Ivoire, généralement, tous ceux qui ont tenu tête au leader historique de son vivant n'ont pas fait long feu. Le PDC est l'exemple le plus éloquent. Kakabe, Charles Konan Bani, Et des même, gens qui, à un moment donné... J'ai envie d'aller encore plus loin avec Philippe Gogoyassé. Absolument, Houphouët-Boigny. absolument. Donc, à partir du moment où les leaders sont présents, tous ceux qui leur tiennent tête, ils ne font pas long feu. Alors, ce n'est pas Diomaye qui va me dire le contraire. Hein. Il a dit qu'au RHDP, si tu veux être candidat, c'est mieux que tu le dises à ta femme et pas sur la place publique. Vous voyez? Donc, ça, moi, ça me fait peur. Ça me fait peur parce que je me dis, est-ce qu'il gagne à faire ça du vivant de Laurent Gbagbo? Sachant que tous ceux qui ont tenu tête à leur leader n'ont pas fait long feu. J'ai envie de dire, lui, c'est plus par idéologie, en fait, qu'il le fait. De ce qu'il dit, hein, je ne suis Oui, pas... bien sûr, oui. Voilà. De ce qu'il dit, c'est plus, en fait, dans le sens de l'idéologie de ce qui se dit. Donc, en soit, est-ce que ça serait pas aussi une alternative à un quelconque plan B, que ce soit du côté du PPACI, Don Melo, du côté du PDCI, B comme Billon, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas sur la liste au présidentiel? Est-ce qu'on peut pas envisager en fait cette option-là? En tout cas, si c'est plan B, ça ne doit pas être à Don Melo. Et on est déjà presque à la fin de notre podcast. Ça a été un plaisir de discuter avec vous. Et avant de conclure, j'aimerais juste une petite question entre parenthèses pour sortir en fait un peu de ce cadre formel qui est la politique. Est-ce que vous écoutez comme musique chez vous en travaillant, en prenant du bon temps? Tout, hein. Didibé et Imra au même moment, au même stade, pas de problème. T'as pas de cas? Je pourrais même choisir même dans la politique les deux là. D'accord. Et puis un peu de tout. Mais beaucoup de musique ivoirienne. Beaucoup de musique ivoirienne. Et toi, Roland? Non, c'est pareil. Moi, j'ai des goûts un peu éclectiques. J'écoute pratiquement tout le monde. J'ai pas de positionnement. Ceux qui sont dans la conspiration, ceux qui sont dans les... Faut choisir, tu as quel problème? Déjà, t'écoutes plus coupé décalé ou rap au Zouglou, beaucoup plus rap quand même, beaucoup plus actuellement, que c'est rap. rap, Voilà. Et puis bon, je pense que la musique est générationnelle. D'accord. Je pense qu'aujourd'hui, et d'ailleurs c'est une chose qui m'attriste pour les vieux pères du Zouglou, je pense qu'ils n'ont pas vu ça venir. Ouais. La musique est Ils n'ont générationnelle. pas assuré les successions Voilà. aussi à leur niveau. Pareil. Comme on dit. D'accord. Donc je pense qu'aujourd'hui le rap est en lien avec la génération qu'on a. Et D'accord. que du coup, ça fait que finalement, voilà, c'est la musique qui est la plus écoutée aujourd'hui, je pense. D'accord, super. Et toi? Et moi, j'ai envie de faire un clin d'œil, en fait, dans le même élan qu'on est à promouvoir, en fait, à dénoncer, en fait, cet état de la société. Un clin d'œil à Chino The Boy, à Saint-Truand, Très à engagé, Jefferson, très engagé. qui Ouais. sont des artistes très engagés, qui décrivent, en fait... Suspect 95 aussi. également, Même si je également, suis pas du tout fan de Suspect également, 95, mais Suspect également, 95. à tous ces gens-là qu'on nous met de citer, vraiment, on suit ce que vous faites et on va se dire qu'on est dans le même élan. Tout ça pour contribuer en fait à l'avenir de la Côte d'Ivoire, à une belle Côte d'Ivoire de demain. Ne mettez pas les organes, les amis. Mettez pas les Voilà. organes. Soyez Et intelligents dans les surtout, commentaires. n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de laisser un petit pouce, Partagez. de partager. Ça nous fait également plaisir de savoir que vous suivez ce qu'on fait. Et Allez suivre sa chaîne. allez suivre la chaîne de Roland. Ouais. Roland Kako également. En tout cas, il merci. fait des très belles sorties. Il reçoit des gens, des politiciens.
Et ça fait plaisir à voir, en fait, nous, jeunes. Voilà, tout à fait. Et avant de comprendre tout ce qu'on a dit, l'histoire, n'oubliez pas, allez-y sur sa chaîne aussi. Également la chaîne de Mr. Arès, qui fait de très bons contenus. Et ça a été un plaisir, en fait, de discuter avec tout un chacun. Merci d'avoir été disponible pour que ça puisse se faire. Merci pour l'invitation. Voilà. Merci pour l'invitation. Merci bien et au revoir.